Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 € virtuels, gagnez 10 000 € bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre épisode de Z sur 7 de ce 14 avril. Vous le savez, le lundi, nous accueillons un invité pour l'info à ne pas manquer. Notre intervenante du jour est Hélène Latzer. Elle est professeure de macroéconomie à la faculté des sciences économiques, sociales, politiques et de la communication de l'UC Louvain Saint-Louis, Bruxelles. Une véritable guerre commerciale, c'est ce qu'a déclenché le président américain Donald Trump. Nous vous en avons parlé. Cette fin de semaine, il a présenté ses tarifs dits réciproques pour appliquer des droits de douane complètement disproportionnés. Si Donald Trump a entre-temps mis en pause une série de tarifs, à l'exception de ceux de la Chine, les conséquences pourraient être sévères. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. Il y a plusieurs aspects, en fait, dans pourquoi est-ce que cette décision marque véritablement, date dans la structure et dans la manière dont le commerce international s'organisait jusqu'à présent. Le premier point, c'est qu'en fait, les tarifs réciproques qui ont été annoncés vont à l'encontre des règles traditionnelles de l'Organisation mondiale du commerce. Et donc, en tous les cas, les États-Unis, qui ont présidé à la fondation de cette organisation, sont en train de la détricoter ou en tout cas de faire fi des règles habituellement en vigueur au sein de l'OMC. Donc il y a premièrement cet aspect-là. Deuxièmement, il y a également le fait que la manière dont les États-Unis ont annoncé d'abord des tarifs réciproques, puis ensuite un montant avec une formule de calcul un petit peu étrange, puis ensuite en faisant un revirement, en suspendant les tarifs pendant un certain nombre de mois, en annonçant une surenchère sur la Chine spécifiquement, on perçoit une grande incertitude dans la manière dont on peut se projeter et dans la manière dont on peut essayer de encore faire des plans à long terme en termes de relations commerciales, non seulement avec les États-Unis, mais aussi pour l'ensemble des chaînes de valeur qui impliquent énormément d'autres pays également. Donc voilà, c'est ces deux aspects-là. Entre-temps, vous l'avez dit, le président il a annoncé une pause sur ses tarifs, à l'exception des tarifs douaniers de la Chine. Est-ce que cette pause, elle vous surprend ? Une fois de plus, elle est à la fois surprenante et pas surprenante, donc elle est imprévisible. Donc voilà. Au-delà de est-ce que c'est surprenant ou pas, on s'attendait à ce que éventuellement Donald Trump revienne sur non seulement les montants qu'il avait annoncés, mais également le calendrier, puisque c'est pas la première fois qu'il refait volte-face, qu'il suspend des mesures qui avaient été annoncées pour ensuite annoncer leur report ou alors leur remise en vigueur. Donc elle n'est pas nécessairement surprenante, mais une fois de plus, le problème, c'est que cela veut dire qu'en fait, il y a un fort climat d'incertitude. Quand le président américain annonce quelque chose, finalement, on ne sait jamais exactement s'il va s'y tenir ou pas. Et on est forcé, quelque part, à essayer de jouer au jeu des devinettes, de savoir ce qu'il a derrière la tête, et d'essayer de comprendre des stratégies qui sont cachées. Donc, c'est de toute façon moins surprenant que un peu désespérant de devoir systématiquement faire face à cette imprévisibilité et à cette volatilité des décisions du côté américain. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent que c'était quelque part l'objectif qu'il avait derrière la tête depuis le départ. Enfin, beaucoup de gens, il y a ses conseillers qui disent que c'était quelque part l'objectif qu'il avait derrière la tête depuis le départ, c'est-à-dire ramener les pays à la table des négociations et commencer à obtenir un certain nombre de concessions ou un certain nombre de diminutions sur des tarifs qui étaient encore pratiqués ou de concessions sur des normes non tarifaires. Mais quelque part, ça montre aussi que Donald Trump a une vision qui est extrêmement transactionnelle, qui voit l'instrument commercial comme un instrument parmi d'autres en termes de négociations possibles, et que parfois il cherche à atteindre des objectifs qui ne sont absolument pas commerciaux, mais en utilisant l'arme commerciale. Donc voilà. Et alors justement, ramener tout le monde à la table des négociations, c'est aussi ce que l'Europe voulait un peu faire.
Elle a d'ailleurs annoncé qu'elle suspendait sa riposte après la marche arrière du président. Est-ce que vous estimez que c'est une bonne idée ? Disons qu'en tous les cas, cela fait sens lorsque le potentiel, entre guillemets, bien sûr, adversaire commercial, puisqu'en fait, en l'occurrence, c'est plutôt un partenaire commercial. Mais lorsque le partenaire commercial annonce une suspension des mesures de rétorsion, cela fait sens de les suspendre aussi du côté Union européenne, sachant que, en plus, Donald Trump agite toujours non seulement la carotte, mais aussi le bâton, et qu'il avait prévenu que, quelque part, les mesures seraient encore accentuées si, finalement, on se laissait aller à des mesures de rétorsion en face. Maintenant, je pense qu'effectivement, c'est ce qui a été annoncé dès le départ. L'Union européenne va surtout tenter d'utiliser ces 3 mois de répit pour essayer de négocier en coulisses et pour essayer d'atteindre un accord qui permettrait sans doute peut-être de repousser de manière indéfinie, enfin de manière de façon définitive la perspective de tarifs qui montent jusqu'à 20%. Voilà, mais c'est vrai que... Ouais. Et alors justement, donc l'Europe, elle n'avait pas riposté. En revanche, la Chine, elle a annoncé qu'elle allait porter ses surtaxes contre les produits américains à 84% contre 34%, ce qui avait été initialement prévu. Donc on rentre vraiment en fait dans une escalade de la guerre commerciale en fait à ce niveau-là. Entre les deux, oui. Entre les deux puissances que sont les États-Unis et la Chine, là, il y a effectivement une sorte de bras de fer qui se met en place. La plupart des analystes sont d'accord pour dire qu'il n'y en aura pas véritablement de gagnant qui en sortira, puisque ça peut être extrêmement délétère et extrêmement néfaste pour les deux économies et pour le monde entier par la même occasion. Mais donc, effectivement, on n'est pas étonné. Xi Jinping aurait... on n'aurait pas non plus compris pourquoi est-ce que quelque part il cédait face aux exigences américaines. Donald Trump avait annoncé de son côté qu'il renchérirait encore les tarifs si jamais la Chine rétorquait. Donc voilà, on a une espèce de surenchère qui se met en place. Jusqu'où cela va-t-il aller et quelle va être l'issue de cette surenchère ? C'est pour l'instant difficile de le prévoir, mais a priori... je veux dire, à partir du moment où les conséquences se feront véritablement ressentir sur les deux économies, on risque d'être confronté, peut-être plus du côté des États-Unis que du côté de la Chine, à une nécessaire prise en compte de la réaction de l'opinion publique. Mais donc, on n'en est pas encore là. On doit craindre une chute de la croissance mondiale, selon vous ? A priori, en tous les cas, le climat d'incertitude qui s'est installé lié à ces annonces, et à cette annonce de guerre commerciale n'est absolument pas bon pour la croissance économique. Il faut distinguer éventuellement entre comportement des marchés, où là on dit oui, mais regardez, les marchés ont déjà rebondi, Donald Trump a renoncé à ses tarifs et donc il y a un rebond significatif. Donc il faut distinguer donc cette santé financière sur les marchés de type marché d'actions, d'une santé de l'économie mondiale qui, elle, de toute façon, va pâtir d'un ralentissement des échanges, d'une visibilité bien moindre pour les entreprises qui, quand elles cherchent à faire des plans d'investissement, cherchent à avoir une certaine certitude dans l'environnement dans lequel elles vont évoluer. Cette certitude-là est extrêmement faible actuellement. Il y a un certain nombre d'entreprises qui sont très exposées parce qu'elles ont des chaînes de valeur qui impliquent soit les États-Unis, soit la Chine, donc des deux côtés, donc ces entreprises-là sont impactées fortement. Et de manière générale, dans un climat d'incertitude, c'est aussi mauvais pour les comportements de consommation côté consommateurs. Les consommateurs ont tendance à augmenter leur épargne. Donc, véritablement, je pense que Trump ne prend pas nécessairement la mesure de à quel point ce climat d'incertitude qui s'installe peut être délétère à lui seul sur l'économie mondiale. Donc pour les consommateurs, notamment américains, donc on peut se placer du point de vue des consommateurs américains. Un exemple relativement parlant, c'est effectivement l'exemple d'Apple avec son iPhone. Donc il y a déjà eu des tentatives de quantification avec des coûts de production qui augmenteraient de manière extrêmement significative, puisque effectivement les 4/5 des iPhones qui sont consommés aux États-Unis sont réimportés depuis la Chine, ou en tout cas sont fabriqués en Chine. Donc Apple a essayé de se diversifier un peu ces dernières années. Il a aussi installé de la production en Inde et au
Vietnam notamment, mais reconstruire une chaîne de valeur ou en tout cas la réagencer, ça prend des années. Et donc quelque part jusque-là, ils sont encore très exposés. À très court terme, ils sont en train d'écouler leur stock, donc l'augmentation dans les prix ne se manifeste pas encore. Est-ce qu'ils vont rogner sur leur marge? Est-ce qu'ils vont augmenter leur prix? Est-ce qu'ils vont essayer de contourner ces droits de douane en essayant de trouver des argumentaires à présenter en disant que... donc voilà, il y a un certain nombre de stratégies qui sont possibles pour ces entreprises, mais en tous les cas, c'est pas une bonne nouvelle pour ces entreprises, très clairement. Donc, et quand on parle, par exemple, Apple aussi, c'est un bon exemple, relocaliser la totalité de la production sur le sol américain semble semble absolument pas réaliste. C'est un peu différent pour l'industrie automobile éventuellement, mais l'industrie automobile américaine, c'est aussi fort développé avec des échanges, et surtout au sein de l'ALENA, donc cet accord de libre-échange entre les États-Unis, le Canada et le Mexique. En tous les cas, c'est pas une bonne nouvelle pour la plupart des entreprises qui ont des chaînes de fabrication qui sont extrêmement, des chaînes de valeur qui sont internationales. Ça veut dire que les entreprises américaines ont plus à perdre que la Chine, en fait, à ce niveau-là. Sans doute que... Oui, voilà, c'est pas. Il y a aussi un autre. La Chine a beaucoup à perdre aussi, puisque la Chine dépend tout de même fortement de ses exportations et du fait que effectivement, si elle ne peut plus exporter vers les États-Unis, la Chine souffrira également. Mais la Chine a d'autres moyens de faire pression sur les États-Unis. Il y a quelque chose qui est de plus en plus évoqué par un certain nombre d'analystes, c'est le fait que la Chine est aussi une énorme détentrice de bons du Trésor américain, et donc ça, on essaye de le mettre en avant depuis le départ, mais ce qui se passe au niveau de la balance commerciale, c'est aussi le reflet de ce qui se passe du côté de la balance des paiements, donc la balance financière de l'autre côté. Et donc, quelque part, si les États-Unis ont une balance commerciale déficitaire, Trump le voit comme le fait qu'ils n'ont pas des échanges équilibrés avec le reste du monde. Les économistes le voient aussi comme le fait que les États-Unis vivent en quelque sorte au-dessus de leurs moyens. Ils consomment plus qu'ils ne gagnent. Donc les États-Unis achètent des biens produits à l'étranger et en échange, le reste du monde achète la dette américaine. Et donc, en l'occurrence, cette dette américaine qui est détenue pour une bonne partie en Asie, c'est aussi un fort moyen de pression, puisque si la Chine vend massivement des obligations américaines, ça peut assez rapidement mettre ce marché de la dette américaine à mal. Et ça, ce serait vraiment pas une bonne nouvelle. Et alors, une autre conséquence de cette guerre commerciale, ce sont les effets qu'on a pu observer en bourse notamment, et un vent de panique qui s'est véritablement emparé des marchés boursiers. Ça aussi, on doit craindre des conséquences de plus grande ampleur? Vous voulez dire, est-ce qu'on doit craindre encore une forte instabilité des marchés financiers? Ça, ça sans doute, puisque quelque part, les analystes ont du mal maintenant à véritablement prendre la mesure de quand Trump annonce quelque chose, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc quelque part, il y a effectivement une instabilité assez chronique à laquelle on s'attend, donc, effectivement, ce qu'on a vu aussi, c'est des conséquences non seulement sur les marchés en termes de marché d'actions, mais aussi sur le marché obligataire, des mouvements assez inédits, où en fait, d'habitude, en période de grande incertitude, les bons du Trésor américain sont une valeur refuge. Donc, on voit habituellement, en période de grande incertitude, une demande accrue pour ces bons du Trésor américain, et donc le dollar qui se renforce, étant donné que pour acheter ces bons du Trésor, on doit avoir des dollars, et donc la demande pour les dollars fait que le dollar s'apprécie. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé ces derniers jours, ces dernières semaines, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a eu plutôt une vente massive de ces bons du Trésor américain, et c'est bien ça qui a fait un peu trembler aussi Donald Trump. Donc, on peut s'attendre effectivement à des soubresauts, ou en tout cas des fluctuations plus importantes sur les marchés financiers de manière générale. Et alors, si on revient à l'Europe, au cours des derniers mois, l'Union européenne, elle a été frappée à 3 reprises en fait par ses droits de douane. Il y a d'abord eu les taxes sur l'acier et l'aluminium, ensuite les taxes sur l'automobile, et puis finalement ces droits de douane qui sont généralisés à tous les produits européens, dont le montant a été revu à la baisse. Voilà, comment l'Europe peut en fait réagir? Est-ce qu'elle doit réagir? Et finalement, est-ce qu'il faut craindre les conséquences de ces droits de douane, ou alors c'est plutôt l'incertitude qui va aussi peser sur nos marchés?
Comment est-ce que l'Europe doit réagir? Donc j'imagine qu'ils sont en train d'essayer de négocier en coulisses pour essayer de faire baisser ces droits de douane. On parle beaucoup éventuellement de justement se tourner vers ce qui se passe au niveau des services, dans le sens où les États-Unis sont extrêmement déficitaires en termes de biens, mais sont excédentaires en termes d'exportation de services. On peut parler de services financiers, mais on parle aussi de services de type application, enfin donc les géants de la tech et ainsi de suite. Et donc l'Europe a peut-être une carte à jouer de ce point de vue-là, en mettant en avant le fait que si on commence justement à essayer de taxer, mais ces échanges de services, les États-Unis pourront en pâtir également. Donc, que doit faire l'Europe? A priori, négocier en coulisses et tenter de faire rebaisser ses droits de douane. Quels sont les risques pour l'Union européenne, au-delà du fait que, de toute façon, l'instabilité, si elle est mondiale, donc l'économie européenne peut en pâtir également, c'est éventuellement, effectivement, aussi des risques de relocalisation. Avec des entreprises qui produisaient jusque-là sur le sol européen et qui, face à une incertitude grandissante de la possibilité de conserver des chaînes de valeur internationales, cherchent éventuellement à se relocaliser. Donc Donald Trump espère aux États-Unis ou ailleurs, mais donc en tous les cas, il y a de toute façon ce risque de mouvement, d'implantation ou d'investissement direct étranger et pour se réimplanter plutôt sur le sol américain. En tout cas, c'est une crainte à moyen terme si Donald Trump confirme ses velléités d'imposer des tarifs à l'ensemble du reste du monde. Et alors, vous parliez des services, justement. Donc, les tarifs douaniers concernent uniquement les biens et pas les services, comme les services financiers que vous avez mentionnés. Ça, c'est une bonne nouvelle pour l'économie mondiale, en revanche. Est-ce que c'est oui, mais quelque part, le fait que pour l'instant, la guerre commerciale ne se soit pas étendue aux services, c'est une bonne nouvelle, mais ça aurait été encore une meilleure nouvelle si elle n'avait pas commencé sur les biens. Le fait que les services ne soient pas soumis à des droits de douane, on peut quand même aussi appliquer des mesures non tarifaires qui peuvent éventuellement perturber les échanges de services entre pays. Et c'est vrai qu'en fait, étendre les mesures de rétention potentiellement à des échanges de services serait potentiellement dommageable pour les États-Unis et peut-être à l'avantage de l'Union européenne ou d'autres partenaires commerciaux qui chercheraient à faire reculer Trump sur les droits de douane sur les biens. Donc c'est une bonne chose qu'il n'y ait pas de droits de douane sur les services. C'est une bonne chose dans le sens où une libéralisation des échanges, la plupart des économistes voient ça d'un bon œil. Maintenant, a priori, peut-être que justement certains partenaires commerciaux pourraient vouloir commencer à étendre des mesures non tarifaires aux services pour essayer de faire plier le partenaire américain. Vous l'aurez compris, les tarifs réciproques de Trump bouleversent le commerce mondial en violant les règles de l'OMC. De plus, leur annonce chaotique et leur revirement compliquent la planification des chaînes de valeur. Trump adopte une approche transactionnelle pour forcer des négociations, mais l'escalade avec la Chine risque d'être délétère pour tous. L'Europe négocie en coulisses pour limiter les tarifs, tandis que l'instabilité financière et les impacts sur les consommateurs s'accentuent. Voilà pour les précisions concernant l'état actuel des droits de douane annoncés par Trump. Demain, c'est Anne Marchand qui sera votre hôte pour votre tour de l'actualité économique. Merci de votre écoute, je vous souhaite une belle semaine en notre compagnie. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie, j'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.